Je suis entré à la soirée d'inauguration du cabinet d'avocat de ma femme en m'attendant au champagne et aux félicitations, mais au lieu de cela, j'ai eu droit à des doigts pointés, des rires cruels et une enveloppe de divorce remise comme une note de restaurant. Tout le monde m'appelait le mari crash test. Ma femme a annoncé que j'étais le premier dossier de son cabinet, elle m'a dit de signer les papiers et de partir, alors c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai signé, souri et suis sorti. Calmement, ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais financé son rêve avec 20 millions d'euros de mon propre argent et que dans les 60 secondes suivantes, j'allais retirer chaque centime sous ses pieds. L'appel téléphonique a commencé avant même que j'atteigne ma voiture, 456 appels manqués, puis quelqu'un s'est présenté à ma porte et tout ce qu'elle avait construit s'est effondré d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Je m'appelle Thierry Archambault, j'ai 46 ans et depuis 22 ans je dirige Archambault Capital Management, une société de capital investissement que j'ai bâtie à partir de rien. J'ai commencé avec 50 000 euros empruntés à mon défunt père pour en faire un portefeuille valant plus de 200 millions d'euros. Je ne dis pas ça pour me vanter, je le dis parce que comprendre d'où je viens rend ce qui s'est passé ensuite tellement pire. Mais avant de vous raconter comment j'ai démantelé tout ce que ma femme avait construit, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place, et si cette histoire résonne en vous, explosez ce bouton j'aime parce que vous êtes sur le point d'entendre comment une sortie silencieuse a détruit un empire entier. J'ai rencontré Victoire de Courcy lors d'un gala de charité il y a 14 ans, elle avait 28 ans à l'époque, fraîchement sortie de la fac de droit, travaillant comme collaboratrice chez Moreau & Blin, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Paris. Elle avait cette façon de commander une pièce sans même essayer, une intelligence vive, un esprit encore plus vif et le genre de confiance qui rendait les associés seniors nerveux, quand elle a ri à ma blague sur les avocats d'affaires étant des professionnels du déclenchement de disputes, j'ai su que j'étais foutu. Notre mariage était tout ce que Victoire voulait, la salle de bal de l'hôtel Georges V, 300 invités, une couverture dans les magazines de luxe parisiens, elle portait une robe Dior sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, et je me fichais du prix car la voir heureuse valait chaque euro dépensé. Nous avons passé notre lune de miel sur la côte amalfitaine, passant 3 semaines à boire du vin et à planifier notre avenir. Elle voulait devenir associée chez Moreau & Blin dans les 5 ans, puis finalement ouvrir son propre cabinet spécialisé dans le contentieux des affaires et les fusions. Je lui ai dit que je la soutiendrais quoi qu'il arrive. Pendant 13 ans, j'ai tenu cette promesse. Victoire travaillait des heures folles, des semaines de 80 heures étaient normales pendant la préparation des procès, les week-ends disparaissaient dans les dossiers et les dépositions, je ne me suis jamais plaint parce que je comprenais l'ambition, bon sang, j'avais bâti ma propre entreprise à partir de rien avec le même dévouement obsessionnel. Mais vers la 10e année, les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne voulais pas reconnaître, les nuits tardives sont devenues plus tardives, les voyages d'affaires se sont multipliés comme des lapins, Victoire a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces, fermant des portes qui restaient auparavant ouvertes. Elle a développé cette habitude de vérifier son téléphone constamment, face contre terre sur toutes les surfaces, protégée par une sécurité biométrique qu'elle changeait tous les mois. Quand je posais des questions à ce sujet, elle me repoussait avec des explications sur la confidentialité des clients et le secret professionnel, des réponses parfaitement raisonnables qui semblaient parfaitement fausses. Puis sont venus les changements sociaux, Victoire s'est inscrite à un nouveau club de sport très sélect qui exigeait des frais d'adhésion spéciaux et avait des séances d'entraînement à des heures bizarres, elle a commencé à acheter de la lingerie que je ne la voyais jamais porter, des pièces coûteuses de boutiques de l'avenue Montaigne dont je ne l'avais jamais entendu parler, son parfum a changé aussi, passant de la légère senteur florale qu'elle portait depuis l'université à quelque chose de plus lourd, plus exotique, le genre qui s'accroche aux vêtements et vous fait vous demander où quelqu'un a passé son temps. Mais le plus grand signal d'alarme était la façon dont elle parlait de ses projets de carrière. Pendant des années, Victoire avait discuté de l'association chez Moreau & Blin comme si c'était son but ultime, puis soudainement, il y a environ 8 mois, elle a commencé à parler de lancer son propre cabinet, pas dans un futur lointain comme nous l'avions toujours prévu, mais bientôt. En quelques mois, elle avait des investisseurs alignés, disait-elle, des bureaux déjà choisis à la Défense, tout allait vite, trop vite pour quelque chose qu'elle venait soi-disant de commencer à planifier. Je n'ai rien dit parce qu'une partie de moi était curieuse de voir combien de temps elle maintiendrait la mascarade, et honnêtement, une autre partie de moi calculait déjà les plans d'urgence. Je n'avais pas bâti une société d'investissement prospère en ignorant les signes avant-coureurs ou en espérant que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Quand vous voyez de la fumée, vous commencez à chercher le feu, et quand vous trouvez le feu, vous vous assurez de ne pas être dans le rayon de l'explosion quand tout saute. L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement, papier cartonné épais, lettrage en relief, le genre d'annonce formelle qui hurle « Nous avons réussi », grande célébration d'ouverture de Courcy et associés. Victoire me l'avait remise au petit déjeuner avec ce sourire brillant et plein d'attente. Thierry,
c'est le moment, a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation, tout ce pourquoi nous avons travaillé, je veux que tu sois là quand je couperai le ruban de mon propre cabinet. Notre cabinet, ai-je corrigé doucement, nous avons construit cela ensemble, son sourire a vacillé juste une seconde, bien sûr, notre cabinet, mais la façon dont elle l'a dit montrait clairement quel nom était sur la porte et quelle contribution elle valorisait réellement. Le matin de la fête, Victoire est partie tôt pour superviser les derniers préparatifs, elle portait un tailleur Armani bleu marine qui coûtait probablement 4000 €, ses cheveux coiffés dans ce chignon sévère qu'elle utilisait pour les réunions importantes, elle ressemblait en tout point à l'avocate à succès sur le point de lancer son propre cabinet, ce à quoi elle ne ressemblait pas, c'était une femme reconnaissante envers l'homme qui avait rendu tout cela possible. Voyez-vous, voici ce que Victoire ne savait pas que je savais, il y a environ 6 mois, quand elle est venue me voir avec son plan d'affaires pour de Courcy et Associés, demandant du capital d'investissement pour lancer le cabinet, j'avais fait mes propres vérifications, pas seulement sur son modèle d'affaires, qui était solide, ou sa liste de clients potentiels, qui était impressionnante, mais sur ses motivations, et ce que j'ai trouvé était intéressant. Victoire avait une liaison avec Nicolas Croix, un associé gérant chez Moreau et Blin depuis environ 18 mois, Nicolas avait 52 ans, était marié avec 3 enfants, et avait apparemment un faible pour les jeunes collaboratrices ambitieuses qui lui rappelaient ses jours de gloire. La liaison avait commencé lors d'une affaire de fusion sur laquelle ils avaient travaillé ensemble, beaucoup de nuits tardives dans des salles de conférences qui menaient à des chambres d'hôtel dans des villes où personne ne connaissait leur nom. Je savais pour Nicolas parce que je payais des gens pour savoir des choses, le détective Raymond Perrier, ancien de la police judiciaire, dirigeant maintenant une agence d'enquête privée spécialisée dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles, Raymond m'avait tout donné, reçus d'hôtels, photographies, messages textes récupérés des relevés téléphoniques, même des enregistrements audio d'un appareil que Victoire avait accidentellement laissé allumer dans sa mallette lors d'un déjeuner particulièrement indiscret. Mais voici la chose qui m'a vraiment frappé, Nicolas Croix était l'un des principaux investisseurs de Victoire dans de Courcy et Associés, il avait engagé 8 millions d'euros dans sa start-up, de l'argent qu'il retirait d'un fonds fiduciaire que son père avait établi, de l'argent dont sa femme ne savait rien, Victoire avait encore 5 millions d'autres investisseurs divers, y compris 3 millions de ses parents qui avaient hypothéqué leur maison de retraite pour soutenir le rêve de leur fille, et puis il y avait ma contribution, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros que j'avais virés sur le compte professionnel de Courcy et Associés sur une période de 6 mois, structuré comme une série d'investissements et de prêts qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire du cabinet. Victoire avait les papiers montrant mon investissement, mais ce qu'elle n'avait pas, c'était la documentation complète montrant que chaque euro pouvait être rappelé dans les 24 heures si certaines conditions n'étaient pas remplies, des conditions que j'avais enterrées dans les petits caractères que l'excitation de Victoire lui avait fait sauter lors de la signature. Ces conditions étaient simples, l'investissement dépendait du maintien de notre mariage et du fait que Victoire ne s'engage pas dans des activités constituant un manquement à l'obligation fiduciaire envers l'actionnaire principal du cabinet, à savoir moi, et l'adultère, selon la définition légale que j'avais fait rédiger par mes avocats, constituait absolument un tel manquement. Victoire pensait être si intelligente, me faisant financer son rêve pendant qu'elle planifiait son évasion avec Nicolas, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais 3 coups d'avance sur elle depuis des mois, construisant un piège si parfait qu'elle ne le verrait pas avant qu'il ne se soit déjà refermé. La fête était au Four Seasons George V, parce que bien sûr, Victoire avait loué leur plus grande salle de bal pour la soirée, la même salle où nous avions célébré notre 5e anniversaire de mariage, l'ironie ne m'a pas échappé. Je suis arrivé exactement à l'heure, 19h02, portant le costume Tom Ford que Victoire m'avait acheté pour les grandes occasions, si j'allais regarder mon mariage se terminer, j'allais avoir une allure impeccable en le faisant. Au moment où j'ai franchi les portes de la salle de bal, j'ai su que quelque chose clochait, l'énergie dans la pièce a changé comme si quelqu'un avait changé de chaîne, les conversations se sont arrêtées au milieu des phrases, les gens se sont tournés pour me regarder avec des expressions allant de la pitié à l'amusement en passant par la moquerie pure et simple, et puis quelqu'un près de la scène du bar a chuchoté juste assez fort pour que j'entende, le mari crash test est là. Les rires ont commencé doucement, juste quelques gloussements du groupe le plus proche de moi, mais ils se sont répandus dans la pièce comme des ondulations dans un étang, devenant plus forts et plus confiants à mesure que les gens réalisaient que j'avais entendu le commentaire, Marie crash test, comme si j'étais un modèle d'entraînement que Victoire avait utilisé avant de passer à la vraie chose. Je suis resté là à l'entrée absorbant l'atmosphère, les collègues de Victoire de chez Moreau et Blin étaient dispersés dans la salle, costumes coûteux et sourires travaillés, tous complices d'une blague dont j'étais apparemment la chute, les parents de Victoire se tenaient près de la fontaine de champagne, l'air mal à l'aise mais pas surpris, et là, près de l'avant de la salle sur une petite scène où Victoire devait faire son discours d'ouverture,
se tenait Nicolas Croix à côté de ma femme avec le genre de posture possessive qui rendait tout parfaitement clair. Victoire m'a vu alors, nos yeux se sont croisés à travers la salle de bal bondée, et pendant un moment, juste un moment, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression, de la culpabilité peut-être, ou du regret, ou peut-être juste de l'irritation que je sois réellement venu, puis son visage s'est durci dans un détachement professionnel, et elle a chuchoté quelque chose à Nicolas, qui a souri et hoché la tête. « Thierry, si content que tu aies pu venir, » a dit Victoire, sa voix portant à travers la pièce maintenant silencieuse. Elle est descendue de la scène avec Nicolas suivant juste derrière comme un chien obéissant. « Pouvons-nous dire un mot en privé ?» Je les ai suivis dans une petite salle de conférence à l'écart de la salle de bal principale. La porte s'est refermée derrière nous avec un clic doux qui ressemblait à une porte de cellule claquant. Victoire a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, blanche et nette et manifestement préparée à l'avance. « Thierry » a dit Victoire, sa voix prenant ce ton professionnel sec qu'elle utilisait pour annoncer les mauvaises nouvelles aux clients. « Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un certain temps. » Nicolas se tenait près de la fenêtre, ne faisant même pas semblant de cacher sa présence ou son rôle dans ce petit drame. Il me regardait avec quelque chose comme de la pitié, comme s'il se sentait désolé pour le pauvre imbécile qui n'avait rien vu venir. « C'est un lieu intéressant pour des papiers de divorce, » ai-je dit, gardant ma voix neutre, « la fête d'ouverture de ton cabinet. » Victoire a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Je pensais que ce serait efficace. Le premier dossier officiel traité par De Courcy et Associés et notre divorce, considère cela comme une déclaration sur l'engagement du cabinet à gérer les situations difficiles avec professionnalisme. Quelle prévenance, ai-je répondu, tu transformes notre mariage raté en opportunité marketing. Ne sois pas dramatique, Thierry, a dit Victoire en ouvrant l'enveloppe et en sortant une pile de documents juridiques. Ce sont des papiers de dissolution standard, partage de la communauté, divorce par consentement mutuel, propre et simple. J'ai déjà signé, tout ce dont j'ai besoin est ta signature et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. J'ai pris les papiers et les ai parcourus rapidement. Ils étaient exactement ce qu'elle avait dit, un divorce simple avec une répartition équitable des biens. Victoire garderait De Courcy et Associés, je garderais Archambault Capital Management, et nous partagerions tout le reste au milieu, sauf que Victoire avait fait une erreur cruciale dans ses calculs. Elle avait listé la valeur de Courcy et Associés à 15 millions d'euros, comptabilisant les investissements qu'elle connaissait de Nicolas, de ses parents et d'autres bailleurs de fonds, mais elle avait en quelque sorte oublié de comptabiliser correctement ma contribution de 20 millions d'euros. Les papiers montraient mon investissement comme un actif matrimonial standard à partager plutôt que ce qu'il était réellement, un prêt rappelable avec des exigences de performance spécifiques qu'elle venait de violer. Cela semble assez simple, ai-je dit en sortant un stylo de ma poche de veste, tu es sûr que c'est ce que tu veux. Victoire a hoché la tête fermement, c'est ce dont nous avons tous les deux besoin, tu le sais aussi bien que moi. Nicolas s'est avancé alors, plaçant sa main sur l'épaule de Victoire dans un geste de soutien qui m'a retourné l'estomac. Pour ce que ça vaut, Thierry, sans rancune, ces choses arrivent, Victoire et moi n'avions pas prévu que cela se développe de cette façon. J'ai regardé Nicolas Croix, cet homme qui avait aidé à détruire mon mariage tout en volant sa propre famille pour financer l'entreprise de ma femme. Bien sûr que vous ne l'avez pas prévu, ai-je dit agréablement, planifier nécessiterait de penser aux conséquences, et aucun de vous ne semble particulièrement doué pour ça. J'ai signé chaque page sans les lire, des signatures rapides et efficaces qui ont fait s'écarquiller légèrement les yeux de Victoire. Elle s'attendait probablement à ce que je me batte, que j'argumente, que je la supplie de reconsidérer. Au lieu de cela, je lui ai rendu les papiers avec un sourire. C'est fait, ai-je dit, as-tu besoin d'autre chose de ma part? Victoire a remis les papiers dans l'enveloppe, le soulagement évident sur son visage. Non, c'est tout, tu es le bienvenu pour rester à la fête si tu veux, mais je comprends si tu préfères partir. Je pense que je vais passer mon tour pour la célébration, ai-je répondu en me tournant vers la porte. Mes félicitations pour le nouveau cabinet, Victoire, j'espère qu'il est tout ce dont tu as rêvé. Je suis sorti de cette salle de conférence la tête haute et mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais entendre Victoire et Nicolas parler à voix basse et soulagés. Ils pensaient avoir gagné, ils pensaient que je m'étais juste couché et leur avais donné tout ce qu'ils voulaient sans me battre. Ils n'avaient aucune idée que le vrai combat ne faisait que commencer et qu'il serait terminé avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient perdu. Le trajet en Uber pour retourner à Montpentouse a pris 15 minutes à travers la circulation parisienne. Pendant ces 15 minutes, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient démanteler tout ce que Victoire avait construit. Le premier appel était à mon avocat, David Salmon. David et moi étions amis depuis HEC, et il se spécialisait exactement dans le genre d'options nucléaires que j'étais sur le point de déployer. David, ai-je dit quand il a répondu, exécute le protocole 7, tous les comptes, tous les investissements,
Tout ce dont nous avons discuté, mon Dieu, Thierry, a répondu David, mais je pouvais l'entendre déjà taper. Tu es absolument certain de ça, elle vient de me remettre les papiers du divorce à. La soirée d'ouverture de son cabinet devant Nicolas Croix et la moitié des associés de Moreau et Blin, je suis certain, donne-moi 2 heures, tout sera en mouvement d'ici 22 heures, a dit David. Le deuxième appel était pour Raymond Perrier, mon enquêteur privé. Raymond, il est temps de publier la documentation, tout ce que nous avons collecté. La femme de Nicolas Croix reçoit le dossier complet en main propre. Le Conseil de l'ordre de Moreau et Blin reçoit ses copies demain matin et assure-toi que l'ordre des avocats de Paris reçoit son jeu avant la fin de la journée ouvrable. Déjà prêt, a dit Raymond, le messager se dirige vers la maison de Madame Croix en ce moment même, les autres paquets seront livrés comme spécifié. Le troisième appel était celui qui ferait le plus mal à Victoire. J'ai composé le numéro de Charles Bertrand, l'associé gérant chez Moreau et Blin et supérieur direct de Nicolas Croix. Charles, c'est Thierry Archambault, je t'appelle au sujet de Nicolas Croix et de certaines préoccupations concernant sa conduite éthique qui affectent la réputation de ton cabinet. J'ai passé les 10 minutes suivantes à exposer tout ce que je savais sur la liaison de Nicolas avec Victoire, son détournement de fonds fiduciaires pour investir dans son cabinet, et les divers conflits d'intérêts qui avaient émergé de leur relation. J'avais de la documentation, ai-je dit à Charles, et j'étais prêt à la partager avec les autorités compétentes si Moreau et Blin ne prenaient pas de mesures immédiates. Charles Bertrand était beaucoup de choses, mais stupide n'en faisait pas partie. Il m'a remercié d'avoir porté cela à son attention et m'a assuré que le cabinet mènerait une enquête interne approfondie commençant immédiatement. Traduction, la carrière de Nicolas Croix était finie, et Moreau et Blin allaient le jeter sous le bus si vite qu'il ne saurait pas ce qui l'a frappé. Au moment où je suis entré dans mon Penthouse, les dominos tombaient déjà, je me suis versé 3 doigts de Macallan 25 ans et me suis installé dans mon fauteuil en cuir surplombant la ville. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement, mais je l'ai ignoré. Laissez-les paniquer, laissez-les se démener pour comprendre ce qui se passait. J'avais passé des mois à planifier ce moment et j'allais en savourer chaque seconde. La première véritable indication que Victoire comprenait l'ampleur de son erreur est arrivée à 21h47. Mon téléphone affichait 127 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. La plupart venaient de Victoire, passant de confus à en colère à absolument paniqué. Les messages racontaient l'histoire de sa soirée s'effondrant en temps réel. 21h03 Thierry, il y a un problème avec les comptes du cabinet, appelle-moi. 21h15 Thierry, ce n'est pas drôle, où est passé l'argent. 21h28 Thierry, 20 millions d'euros ont disparu du compte professionnel, qu'est-ce que tu as fait bon sang. 21h35 et s'il te plaît appelle-moi, nous devons parler de ça, il doit y avoir une erreur. 21h42 Thierry, s'il te plaît, les investisseurs sont là, ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai pris une gorgée lente de mon scotch et continué à lire. La progression était un cas d'école, le déni laissant place à la colère laissant place à la supplication désespérée, mais je n'étais plus intéressé par les sentiments de Victoire. Elle avait fait ses choix et maintenant elle apprenait que les choix ont des conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau, le visage de Victoire remplissant l'écran. J'ai laissé aller sur messagerie, puis un autre appel, cette fois de Nicolas Croix, messagerie, puis Victoire encore, puis sa mère, puis Nicolas encore, puis un numéro que je ne reconnaissais pas mais supposait être quelqu'un de Courcy et associé. À 22h07, on a frappé à ma porte, des coups insistants et urgents qui résonnaient dans mon Penthouse. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité et vu Victoire debout dans le couloir, toujours dans ce tailleur Armani bleu marine, mais paraissant maintenant décidément moins composé. Ses cheveux s'étaient détachés de son chignon sévère, le mascara avait coulé sous ses yeux et elle tenait son téléphone comme une arme. J'ai pris une autre gorgée de scotch et marché vers la porte, l'ouvrant lentement. Victoire, ai-je dit agréablement, c'est inattendu, elle m'a bousculé sans attendre d'invitation, tournant sur elle-même dans mon salon avec des yeux fous. Qu'est-ce que tu as fait? L'argent, Thierry, où est l'argent? J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle en croisant les bras. De quel argent parles-tu? Ne joue pas à des jeux avec moi. 20 millions d'euros ont disparu du compte de Courcy et associés. La banque dit que c'était un virement autorisé par l'actionnaire principal. C'est toi Thierry, tu as retiré la totalité de l'investissement. Je suis passé devant elle pour remplir mon verre, prenant mon temps. Vraiment? Cela semble être quelque chose dont je pourrais me souvenir. Thierry, s'il te plaît. La voix de Victoire s'est légèrement brisée. Ce n'est pas seulement à propos de nous, j'ai d'autres investisseurs. Des gens qui m'ont fait confiance. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour ça. Nicolas a mis 8 millions, le bail du bureau, l'équipement, les salaires du personnel, tout dépend de ce capital que tu as promis. Je me suis tourné pour lui faire face et pour la première fois de la soirée, j'ai laissé mes vraies émotions apparaître. Capital? Que j'ai promis? Soyons très clairs sur quelque chose, Victoire, je n'ai rien promis,
j'ai fait un investissement conditionné au respect de certaines clauses, tu as violé ces conditions, par conséquent, l'investissement a été rappelé, c'est tout à fait légal et clairement souligné dans les documents que tu as signés. Quelles conditions ? A exigé Victoire, il n'y avait pas de conditions, c'était un accord d'investissement standard, page 47, sous-section 12, ai-je dit calmement. L'investissement reste valide à condition que l'actionnaire principal maintienne un intérêt fiduciaire exempt de conflit d'intérêts, de violations éthiques ou de manquement à la confiance qui compromettrait l'intégrité du cabinet. Ta liaison avec Nicolas Croix, qui est aussi un investisseur, constitue un conflit d'intérêts massif. Ton utilisation de mon capital d'investissement tout en planifiant de divorcer constitue un abus de confiance. Par conséquent, le contrat est nulé. L'investissement est rappelé. Le visage de Victoire est devenu blanc. Tu savais tout ce temps ? Tu savais pour Nicolas, je sais depuis 18 mois, ai-je répondu, depuis la première chambre d'hôtel à Lyon pendant la fusion Carmichael, je sais pour chaque dîner, chaque week-end, chaque mensonge que tu as raconté tout en planifiant ta stratégie de sortie, je sais tout, Victoire, j'ai juste attendu que tu aies construit quelque chose qui vaille la peine d'être détruit avant de te l'enlever. Elle s'est effondrée sur mon canapé, ses jambes ne pouvant apparemment plus supporter son poids. Mais l'argent de mes parents, l'investissement de Nicolas, tu détruis la vie de gens innocents, j'ai ri, j'ai vraiment ri. Nicolas Croix est innocent ? L'homme qui a détourné des fonds du trust de son père pour t'impressionner ? L'homme qui est actuellement en train de recevoir des papiers de divorce de sa femme de 25 ans ? L'homme dont la carrière juridique est sur le point d'imploser quand l'ordre des avocats recevra la documentation de ses violations éthiques demain matin. Ce Nicolas Croix-là, Victoire m'a regardé avec horreur. Tu as envoyé de la documentation au barreau, j'ai envoyé de la documentation à tous ceux qui avaient besoin de la voir, le Conseil de l'ordre de Moreau et Blin, le barreau de Paris, la femme de Nicolas, qui soit dit en passant a déjà demandé le divorce et gelé tous les avoirs matrimoniaux, ce qui inclut ces 8 millions qu'il a investis dans ton cabinet, et j'ai aussi notifié les administrateurs du fonds fiduciaire de son détournement de fonds. Nicolas risque des poursuites pénales potentielles, Victoire ? Mais bien sûr, parlons des gens innocents. C'est de la folie, a chuchoté Victoire, tu détruis tout parce que je ne t'aime plus. Je me suis accroupi devant elle, la regardant directement dans les yeux. Non, Victoire, je t'enseigne que les actions ont des conséquences, tu n'as pas juste cessé de m'aimer, tu as planifié une trahison élaborée, utilisé mon argent pour financer ton évasion, tu m'as humilié devant tes collègues et tu pensais pouvoir t'en tirer sans égratignure. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect, d'intégrité et du principe fondamental qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un puis le jeter sans faire face à aucune conséquence. Mon téléphone a vibré avec un autre appel entrant, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et vu que c'était Charles Bertrand de Moreau et Blin, j'ai répondu sur haut-parleur. Thierry, a dit Charles, sa voix tendue par une colère à peine contrôlée, Nicolas Croix a été licencié avec effet immédiat. Nous avons également mené un examen de la situation de Courcy et associés, et je dois t'informer que Moreau et Blin va retirer son engagement de partenariat avec le cabinet. Étant donné les complications éthiques qui ont émergé, nous ne pouvons pas associer notre nom à cette entreprise. Je comprends parfaitement, Charles, ai-je répondu, regardant le visage de Victoire s'effondrer alors qu'elle entendait son ancien cabinet retirer son soutien. Merci de gérer cela avec un tel professionnalisme. Après avoir raccroché, Victoire m'a juste fixé. Tu as tout détruit, a-t-elle dit, le cabinet, la carrière de Nicolas, ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé a disparu. Non, ai-je corrigé doucement, tu as tout détruit quand tu as décidé que la trahison était une stratégie commerciale acceptable, je me suis juste assuré que tu ne pourrais pas en profiter. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a demandé Victoire, des larmes commençant à couler sur son visage. J'ai du personnel qui dépend de moi, j'ai des créanciers qui attendent un paiement, j'ai un bail sur des bureaux que je ne peux pas payer sans ton investissement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre. Regardant la ligne d'horizon de Paris, tu es une femme intelligente, Victoire, l'une des plus intelligentes que j'ai jamais connues, débrouille-toi comme je l'ai fait. Quand j'ai commencé avec rien, construis quelque chose de vrai, quelque chose de mérité, quelque chose qui ne dépend pas du mensonge, de la tricherie et de l'utilisation des gens qui t'aiment. Thierry, s'il te plaît donne-moi juste quelque chose, n'importe quoi, mes parents vont perdre leur maison si ce cabinet fait faillite, je me suis retourné pour lui faire face, tes parents peuvent contacter mon avocat. Je structurerai un plan de remboursement pour leur investissement qui protège leur maison, mais c'est parce qu'ils sont innocents dans tout ça, Victoire, ils ont cru en toi, ont soutenu ton rêve, et ne méritent pas de souffrir parce que leur fille a choisi d'être impitoyable, mais toi, tu n'auras rien de moi à part la leçon que tu aurais dû apprendre il y a longtemps, le caractère compte plus que l'ambition, et l'intégrité n'est pas optionnelle. Victoire a quitté mon Pentouse à 23h23,
Son costume coûteux froissé, son maquillage ruiné, sa vie entière en ruine. J'ai regardé depuis ma fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait, se dirigeant probablement pour expliquer à ses investisseurs et à son personnel comment tout s'était effondré en une seule soirée. Le lendemain matin, mon téléphone explosait encore d'appels et de messages, l'avocat de Nicolas Croix essayant de négocier une sorte d'accord, les parents de Victoire me remerciant pour le plan de remboursement tout en pleurant sur les choix de leur fille, divers investisseurs de Courcy et associés essayant de comprendre comment ils avaient tout perdu du jour au lendemain. Je les ai ignorés pour la plupart, mais il y a un appel que j'ai pris, celui de Sébastien, mon fils de mon premier mariage. Il avait entendu par la bande ce qui s'était passé et appelé pour prendre de mes nouvelles. « Papa » a dit Sébastien quand j'ai répondu, « Maman m'a parlé de Victoire, est-ce que ça va ?» « Je vais mieux que bien » lui ai-je dit honnêtement, « Je suis libre, est-ce que tu as vraiment retiré 20 millions en une seule nuit ?» Jusqu'au dernier centime, ai-je confirmé, et je le referai sans hésiter. Sébastien est resté silencieux un moment. « Tu sais ce qui est fou, papa ? La plupart des gens qualifieraient ce que tu as fait de cruel ou vindicatif, mais de là où je suis assis, ça ressemble à la justice. » Il avait raison, bien sûr, ce n'était pas une question de vengeance ou de cruauté, c'était une question de conséquence, de s'assurer que les gens qui pensent pouvoir utiliser et jeter les autres sans répercussion apprennent que le monde ne fonctionne pas comme ça. Victoire avait passé des mois à planifier sa sortie, utilisant mes ressources pour construire son rêve tout en se préparant à m'humilier publiquement. Elle avait parié que je serais trop faible ou trop amoureux pour riposter, elle avait mal parié. 6 mois plus tard, j'ai croisé Victoire lors d'une conférence juridique. Elle travaillait comme collaboratrice dans un cabinet de taille moyenne, reconstruisant sa carrière à partir de zéro après que Courcy et associés se soient effondrés de manière spectaculaire. Nicolas Croix avait été radié du barreau et faisait face à des accusations criminelles. Sa femme avait tout pris lors du divorce, y compris la maison, les voitures et les fonds pour les études des enfants. Victoire paraissait plus mince, plus vieille, comme si les 6 derniers mois l'avaient vieilli d'une décennie. Quand elle m'a vu, elle n'a pas approché ni essayé de parler, elle a juste hoché la tête une fois, une reconnaissance d'une histoire partagée et d'une destruction mutuelle. J'ai hoché la tête en retour et j'ai continué mon chemin. Il n'y avait plus rien à dire, elle avait appris sa leçon. J'avais avancé dans ma vie et le monde s'était rééquilibré comme il le fait toujours quand on refuse de laisser les gens nous traiter comme des objets jetables. C'est ça le truc quand on est sous-estimé, les gens pensent que le calme signifie la faiblesse, ils pensent qu'être arrangeant signifie être une carpette, ils pensent que le silence signifie que vous ne remarquez pas ce qui se passe, mais parfois la personne la plus calme dans la pièce est calme parce qu'elle a 3 coups d'avance, planifiant des mouvements que vous ne verrez pas venir avant qu'il ne soit trop tard pour les arrêter. Victoire m'a appelé un mari crash test à cette fête, elle avait raison d'une certaine manière, j'étais un crash test pour ce qui arrive quand on confond gentillesse avec faiblesse et générosité avec stupidité. Elle m'a testé et elle a échoué, et en échouant, elle a perdu tout ce pour quoi elle avait travaillé.